Vous écoutez le Book Fight Club, le podcast qui fait pour vous la lecture croisée des livres de mémoire, de duels inédits de personnalités marquant l'actu ou la pop culture. Je suis Mélanie Duwatt, bienvenue sur le ring. Nos duellistes du jour se font la guerre, la vraie. Il y a pile 3 ans, le 24 février 2022, les forces armées russes envahissaient l'Ukraine pour soumettre cette république indépendante depuis la dislocation de l'Union soviétique, qui a eu l'outrecuidance de choisir l'idéal de liberté et de démocratie porté par l'Union européenne plutôt que la vassalisation aux géants russes. Cette guerre est une guerre de conquête, voulue par un Vladimir Poutine acculé tant par l'avancée inexorable des positions de l'OTAN à ses frontières que par l'affaiblissement de la sphère d'influence russe sur ses républiques satellites. Porté par un révisionnisme historique victimaire où la Russie se verrait dans l'obligation de défendre sa souveraineté et ses ressortissants agressés, Poutine mène en Ukraine ce qu'il appelle une opération spéciale, qui est en fait une guerre meurtrière entre deux peuples frères, ayant déjà fait plus d'1 million de morts, la majorité côté russe, et des destructions immenses, bien décidé à ne laisser de la perle de l'empire tsariste, du grenier à blé européen, qu'un champ de ruines et de désolation. Les conséquences géopolitiques et économiques de ce conflit sur le reste du monde sont dévastatrices. À peine sortie de la panique paralysatrice de la pandémie, l'histoire a soudainement reculé 60 ans en arrière, quand la guerre froide était brûlante et l'apocalypse nucléaire une hypothèse crédible. La scène internationale multipolaire s'est retrouvée dans l'obligation de former de nouveau deux camps, laisser faire Poutine ou résister aux côtés de l'Ukraine. Mais hélas, les acteurs de cette nouvelle guerre mondiale ne sont pas à la hauteur des De Gaulle, Churchill ou Eisenhower. Le destin de l'Ukraine et du monde est aujourd'hui entre les mains d'un Trump à la main de Poutine et d'une Europe démilitarisée, divisée et démonétisée. Alors qui sont nos deux belligérants? Quelles sont leurs origines, leur parcours, leurs croyances profondes et quelles traces laisseront-ils dans l'histoire? À ma droite, Vladimir Poutine, 72 ans, avec 382 pages. À ma gauche, Volodymyr Zelensky, 47 ans, avec 244 pages. Place au duel pour que la paix finisse par l'emporter. Premier round, sources et contexte. En 2017, soit 5 ans avant l'invasion de l'Ukraine, le réalisateur américain Oliver Stone publie ses conversations avec Poutine, dont il a également tiré une série documentaire sortie en 2018. Le livre retranscrit la douzaine d'entretiens menés en Russie, au Kremlin et à Sotchi, entre juillet 2015 et février 2017. C'est un document exceptionnel au sens premier du terme, tant le président russe est secret et méfiant à l'égard des médias, surtout occidentaux. Bon, là, il faut s'arrêter sur le cas Oliver Stone, dont je n'imaginais pas à quel point il avait dérivé. Pour rappel, le cinéaste américain triplement oscarisé, en tant que scénariste pour Midnight Express et en tant que réalisateur pour Platoon et Né un 4 juillet, est un vétéran de la guerre du Vietnam qui l'a profondément traumatisé. Il n'a eu depuis de cesse, par ses films, de déconstruire le mythe américain et de s'attaquer aux controverses historiques de son pays. Avec Wall Street, il dénonce la cupidité du capitalisme renforcé par les dérégulations financières de Reagan. Avec JFK, il explore la piste complotiste de l'assassinat traumatique du président Kennedy. Avec Tuerney, l'extrême violence de la société américaine, ou encore avec Snowden, la dérive autoritariste de la lutte antiterroriste dans l'Amérique post-11 septembre. Bref, Oliver Stone est un révolté, un rebelle, un écorché vif. Si son côté poil à gratter est salvateur à bien des égards pour détricoter les discours officiels, l'impérialisme du soft power américain et son écriture d'un roman national manichéen qui bien souvent fait fi des réalités historiques, l'ami Stone a sérieusement dérivé dans la haine anti-américaine et anticapitaliste obsessionnelle pour devenir l'idiot utile des dictateurs et autres terroristes, à la manière d'un Mélenchon, quoi. Admirateur de Fidel Castro, d'Hugo Chavez et de Yasser Arafat, il verse bien souvent dans le complotisme et c'est probablement ce pédigré idéologique douteux, allié à l'assise médiatique que lui a conféré son talent de cinéaste, qui lui a ouvert les portes du Kremlin. Pour nous servir, ce livre hommage à Vladimir Poutine, à qui il sert allègrement la soupe, ou devrais-je dire le bortsch, pour le laisser développer sa vision mensongère des faits et de l'histoire, n'ayant de cesse de complimenter le grand homme sans jamais le contredire.
Gros travail de fact-checking donc, tant ce livre est un ramassis de contre-vérités, même si il apporte un témoignage brut et utile de la pensée poutinienne et sa vérité alternative, propagande dont est abreuvée la population russe, et au-delà, dans cette guerre qui est aussi informationnelle. Côté Zelensky, la source est bien plus fiable, puisqu'il s'agit du livre Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang, paru en mai 2022 et écrit sans concession ni flagornerie par le journaliste Gallagher Fenwick. Celui-ci est un grand reporter habitué des plateaux de LCI qui a interrogé des dizaines d'acteurs et observateurs de la vie politique ukrainienne et russe et témoin du parcours exceptionnel du président ukrainien. Mais il reconnaît les limites de l'exercice biographique quand le parcours de l'homme est encore en construction. Dans son introduction, le journaliste écrit: Raconter la vie d'un homme alors qu'il est justement en train d'écrire certaines des pages les plus marquantes de son existence, le projet a quelque chose d'absurde. L'effort consistant à vouloir saisir ce qui nous fascine le plus, à savoir son présent, est voué à l'échec. C'est effectivement son actualité qui nous invite à prendre le temps d'aller chercher dans son parcours des faits, des détails, des récurrences qui donneront plus de relief à ce personnage. Il faut donc d'évidence nous arrêter en chemin et renoncer à essayer de saisir ce qui va venir. Deuxième round, Back in the USSR. Vladimir Vladimirovitch Poutine, né le 7 octobre 1952 à Leningrad, d'un père ajusteur mécanicien, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, et d'une mère ouvrière. Il est le seul enfant survivant d'une fratrie de 3 garçons. Le premier est décédé en bas âge, avant la guerre, probablement de maladie. Le second meurt avant l'âge de 3 ans en 1942, pendant le siège de Leningrad par les nazis, qui a duré près de 2 ans et demi et fait 800 000 morts. Fait notable, il avait été placé à l'orphelinat et c'est là qu'il succombe de diphtérie et de sous-alimentation. Poutine raconte: À l'époque, pour sauver les enfants, il fallait les arracher à leur famille, pour leur sauver la vie. Mais à l'orphelinat, mon frère est tombé malade et il y est mort. Mes parents n'ont même pas été informés de l'endroit où il avait été enterré. Premier trauma fondateur qui fait dramatiquement écho au scandale des enfants ukrainiens placés et transférés de force en Russie depuis le début de l'invasion. Dès mai 2022, la Douma, le Parlement russe, modifie la loi pour permettre aux autorités de donner la nationalité russe aux enfants ukrainiens, facilitant ainsi leur adoption par des familles russes. Celles-ci recevant d'ailleurs une allocation mensuelle supplémentaire. En février 2024, les ONG estiment à près de 20 000 les enfants officiellement identifiés, ainsi déportés vers la Russie ou les territoires ukrainiens occupés. Et en mars 2023, un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale était mis à l'encontre de Poutine et de Maria Lvova-Belova, la commissaire aux droits de l'enfant, pour ces faits de déportation d'enfants ukrainiens. Donc Poutine, quand il confie en 2015 le destin funeste de ce frère arraché à sa famille pour son bien, entre guillemets, nous donne ainsi un premier éclairage intéressant sur sa conception, on va dire, alternative des droits de l'homme et donc de l'enfant. Mais revenons à ses origines. Son grand-père paternel était cuisinier et s'est retrouvé chef cuistot de Lénine puis de Staline. Son grand-père maternel a fait la Première Guerre mondiale et raconte peu l'horreur des tranchées. Une famille soviétique somme toute assez banale qui adhère au communisme sans fanatisme et surtout sans en avoir vraiment le choix, et fait profil bas sous le régime totalitaire stalinien. Sauf que la mère de Vladimir, qui a déjà perdu 2 fils en bas âge, fait baptiser discretos son fils unique. Un acte de rébellion notable en URSS où la religion est l'opium du peuple selon la célèbre maxime marxiste. Le jeune Vladimir grandit loin de l'attention de ses parents, harassés de travail pour parvenir à joindre les deux bouts. Donc il traîne dans la rue. Oliver Stone évoque des problèmes de délinquance auxquels il répond: Il est certain que je n'étais pas toujours aussi discipliné que mes parents l'espéraient. Plus loin, il raconte une histoire sordide, assez signifiante, il me semble. Quand il était gamin, alors qu'il embêtait un rat avec un bâton, l'animal s'est retourné contre lui et s'est mis à le pourchasser pour l'attaquer. Il raconte: Il ne m'a pas mordu, mais il a essayé de me sauter dessus. Et là, c'est moi qui ai commencé à fuir devant le rat. J'ai dévalé les escaliers, sauté sur le palier, puis dévalé à nouveau les escaliers. Même si j'étais petit, j'étais quand même capable de courir plus vite que le rat. Mais savez-vous ce qu'il a fait? Il a sauté directement d'un étage à l'autre. Non mais, quelle torture cette graine de psychopathe a-t-il fait subir à cette pauvre bête pour qu'elle réagisse comme ça? Bien sûr, il utilise cette anecdote pour justifier sa politique d'agresseur agressé ainsi. Personne ne devrait se retrouver dans une impasse. C'est finalement le judo qu'il pratique toujours qui va le discipliner et lui permettre de canaliser cette violence. Après le lycée, Poutine intègre la fac de droit de Leningrad avec le projet qu'il a en tête depuis ses 16 ans:
intégrer le KGB, les services secrets soviétiques. Son diplôme d'avocat en poche, il est recruté par le service territorial décentralisé en 1975. Il gravit rapidement les échelons, de subalterne à officier opérationnel dans le service de contre-espionnage local, chargé de la police politique contre les dissidents. En 84, il intègre l'Institut Andropov, l'école des espions, à Moscou. Sergueï Girnov, un ex-KGB repenti, était son camarade de promo. Il raconte que Poutine avait été déclaré inapte et renvoyé à Leningrad et que ce n'est que grâce à un coup de piston qu'il a réussi à être envoyé en mission à l'extérieur en RDA, l'ex-Allemagne de l'Est, à Dresde en 85. Sous couverture d'employés consulaires, il y recrute des espions, maniant le compromat, c'est-à-dire le chantage à la dénonciation d'affaires scabreuses, comme avec ce professeur de médecine qu'il contraint à révéler ses recherches sur des poisons mortels imperceptibles. Intéressant, d'autant que les affaires d'empoisonnement d'opposants sont légion sous son règne. Souvenez-vous d'Alexeï Navalny, empoisonné avec un agent neurotoxique, le Novichok, et mort en prison il y a pile un an. Lors de la chute du mur de Berlin en novembre 89, Poutine empêche les Allemands de pénétrer dans les bureaux du KGB et détruit lui-même les dossiers. Il est rappelé à Leningrad début 90 et reprend son service en tant que lieutenant-colonel sous couverture officielle de conseiller aux affaires internationales du recteur de l'université, Anatoly Sobchak. Et c'est en 91, en pleine perestroïka, qu'il entre en politique. Volodymyr Oleksandrovitch Zelensky naît le 25 janvier 1978 à Kryvyi Rih, en plein cœur du bassin minier et de l'industrie sidérurgique de la République socialiste soviétique d'Ukraine. Son père est professeur d'informatique spécialiste en cybernétique et sa mère est ingénieure. Son père est un grand mathématicien, dont les travaux en matière d'automatisation et d'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins d'exploration minière sont très respectés. Lui aussi fils unique, celui qu'on surnomme Vova est un enfant heureux et rigolard, chouchouté par ses parents. Il dit d'eux qu'ils lui ont transmis une droiture, un rejet aigu du mensonge et des contre-vérités. La vie n'est pourtant pas idyllique à Kryvyi. Le travail dans les mines et les usines est terrible et l'environnement archi-pollué. Ça pue la mort et les cas de cancer et de maladies respiratoires sont légion. Zelensky n'a que 13 ans quand l'URSS s'effondre et que l'Ukraine vote à plus de 90% pour son indépendance. S'ensuit une période de désorganisation aux allures de Far West sur le plan économique et social. Des pans entiers de l'industrie font l'objet de privatisations sauvages et si quelques-uns s'enrichissent du jour au lendemain, beaucoup restent sur la touche. C'est le cas de la majorité de la population ouvrière de la région sinistrée qui pâtit de la décrue de l'activité industrielle. Le chômage explose et la jeunesse désœuvrée sombre dans la délinquance et l'ultraviolence. Bref, ça craint. Mais le jeune Zelensky n'en perd pas pour autant sa joie de vivre et se découvre une âme littéraire et artistique poussée par ses professeurs d'anglais, de danse et de musique. Ses parents matheux ne l'empêchent pas d'explorer ses talents, bien qu'ils auraient préféré qu'il suive une voie plus sérieuse. Son truc, c'est l'humour. Sa meilleure arme aussi, parce que Vova n'est pas bien grand ni balèze. Il s'y adonne librement lors de concours de sketch et d'impro alors très en vogue dans toute la sphère soviétique. Car la satire, la dérision, c'est l'acte de résistance par excellence sous un régime totalitaire. Dans l'un de ses premiers sketchs filmés, il s'inspire des Monty Python et de leur maestria de l'absurde pour se moquer des grandes figures du panthéon communiste dans un simulacre de jeu télévisé Question pour un communiste. Zelensky est comme beaucoup de gamins de l'époque post-soviétique, avide d'embrasser le mode de vie occidental. Il aime le rock, porte des jeans, parle l'anglais couramment et rêve de quitter son trou pourri. Excellent élève, il ambitionne de devenir diplomate. Son bagou, son charisme et son sens aigu de la justice en font un leader naturel au lycée. Mais son destin bascule quand il découvre les KVN, acronyme russe pour Club des gens amusants et créatifs, du nom d'une émission de télé russe hyper populaire, diffusée en direct où s'affrontent des humoristes dans des concours d'improvisation. Il a l'idée de reproduire le format dans son lycée. Son talent s'impose et l'idée d'en faire son métier s'instille dans son esprit. À la fin du lycée, il rejoint une troupe de KVN locale, tout en s'inscrivant à la fac de droit pour assurer ses parents. Mais, fini les ambitions de diplomatie, son objectif est maintenant de remporter les championnats de KVN. En 97, il fonde avec ses potes l'équipe Kvartal 95, en référence à leur quartier natal. Ils écrivent, produisent et montent des spectacles humoristiques. Et ça marche immédiatement. À tout juste 20 ans, son équipe est invitée à participer au championnat de Sotchi, en Russie. Et à partir de là, il va multiplier les allers-retours entre sa ville natale et Moscou pour participer au championnat de KVN tout en terminant son cursus de droit.
En 2003, l'aventure KVN s'arrête net quand le directeur du championnat propose à Zelensky de lâcher son équipe pour rester à Moscou et vendre ses services d'auteur. Très loyal en amitié, il refuse, rentre en Ukraine et fonde avec ses camarades le studio Kvartal 95 pour vendre des concepts d'émissions de divertissement à la télé ukrainienne. Il commence avec Quartier du soir, où ils enchaînent sketchs, chansons et dialogues humoristiques. Les thèmes sont de plus en plus politiques et leurs cibles sont autant les dirigeants ukrainiens qu'étrangers. Et ça marche très bien. Zelensky multiplie les projets de séries, de films, c'est une véritable star de l'humour. Le public l'adore et il devient rapidement une figure incontournable du paysage audiovisuel ukrainien et au-delà, car il tourne en russe. Mais ce parcours météorite comporte une vague d'ombre en la personne d'Igor Kolomovsky, dont la relation avec Zelensky va ternir la figure d'intégrité de ce dernier. Comme l'écrit Fenwick, Igor Kolomoïvski fait partie de ces entrepreneurs qui ont très largement profité de la désintégration de l'Union soviétique pour rapidement s'enrichir, et ce, dans des proportions vertigineuses. Cet Ukrainien juif russophone fait partie de cette nouvelle élite mafieuse qui émerge à la faveur des privatisations de l'économie soviétique, les oligarques. Les entreprises de l'énergie, de la sidérurgie, puis de la finance et des médias sont bradées, à la portée du plus offrant et du mieux connecté avec un monde politique corrompu jusqu'à la moelle. Kolomoïvski, qui a un background similaire à celui de Zelensky, se lance d'abord dans l'import de matériel de bureau russe, puis de chaussures, de vêtements de sport, de téléphones. Ça marche fort. Et au début des années 90, il fonde le groupe Privat et sa propre banque, Privat Bank, qui devient rapidement la première banque du pays. En parallèle, il poursuit sa stratégie d'acquisition très agressive dans la métallurgie, n'hésitant pas à user de moyens illégaux, pots de vin, usage de faux et même la violence, s'adjoignant les services d'unités paramilitaires. C'est le cas par exemple avec l'aciérie de Kremenchuk, prise de force en 2006 à coups de barres de fer, de pistolets à gaz et de tronçonneuses. Comme toute bonne entreprise mafieuse, l'argent transite par des sociétés offshore, des juges sont achetés pour regarder ailleurs, des avocats sont assassinés, bref, c'est pas joli joli. Avide de consoler sa puissance, Kolomoïvski se lance en politique et devient gouverneur du Dnipropetrovsk, une région voisine du Donbass et de la Crimée en 2014, au moment où ça commence à sérieusement chauffer avec la Russie. Face aux ambitions d'annexion de Poutine qui a positionné ses hommes pour prendre le contrôle de ces deux territoires, Kolomoïvski finance des milices, dont le fameux régiment Azov, dont certains de ses combattants se revendiquent ouvertement du néonazisme, offrant ainsi l'angle d'attaque idéal de la dénazification à Poutine lors de l'invasion de 2022. Et vous me direz, et Zelensky dans tout ça? J'y viens. S'il est rapidement débarqué de la scène politique par le pouvoir ukrainien en place, tant il souffle sur les braises en traitant Poutine de nain schizophrène, l'oligarque a renforcé un peu plus son assise en 2010, lors de son rachat du groupe 1+1 Média, qui comprend certaines des chaînes d'infos et de divertissement les plus populaires du pays. Et c'est là que les intérêts de Zelensky et de Kolomoïvski convergent à partir de 2012, quand Kvartal 95, la société de production de Zelensky, signe un gros contrat avec la chaîne 1+1, la chaîne la plus regardée en Ukraine, et sur laquelle il va lancer sa série Serviteur du peuple, qui fera de lui un président fictif idéal. En 2021, une enquête de journalistes indépendants ukrainiens dans le cadre des Pandera Papers a démontré que Zelensky serait mouillé dans les affaires douteuses de l'oligarque et qu'il a probablement croqué via des sociétés offshore domiciliées dans des paradis fiscaux. Pas bien, mais pas illégal, puisqu'il s'agit juste d'optimisation fiscale. Mais une transaction de 40 millions de dollars pour contribution au capital de la société pose question et pourrait dissimuler un détournement des fonds de Private Bank. Or, un audit des comptes de la banque révèle un trou de 5 milliards de dollars. Pour éviter l'effondrement du système bancaire, l'État renfloue les caisses et renationalise la banque. Kolomoïvski prend la fuite en 2016 pour trouver refuge d'abord en Suisse puis en Israël. Quand Zelensky annonce sa candidature fin 2018, s'il est débarrassé de son protecteur gênant, il omet ses comptes offshore dans sa déclaration de patrimoine et est dès lors vu par ses opposants comme la marionnette de l'oligarque. Troisième round des hommes providentiels. Poutine entre en politique quand il suit Anatoly Sobchak, son ancien prof de droit à la mairie de Leningrad, qui retrouve son nom de Saint-Pétersbourg sous son mandat, tandis que les statuts de Lénine restent en place. Cela résume bien le positionnement de Sobchak, un peu démocrate et libéral, en tout cas pro-réforme, mais surtout patriote et opposé à la désintégration de l'Union soviétique. Toujours agent du KGB, Poutine devient conseiller aux affaires internationales du maire, puis son premier adjoint. Du 19 au 21 août 1991 a lieu à Moscou une tentative de coup d'État menée par les conservateurs du Parti communiste de l'Union soviétique, hostile au programme de réforme du secrétaire général Mikhail Gorbatchev. Profitant de l'absence de celui-ci de la capitale, les putschistes tentent de prendre le pouvoir. Le coup d'État échoue et Gorbatchev reprend ses fonctions.
Poutine prétend que c'est à ce moment-là qu'il colle Saddam au KGB. D'autres sources affirment qu'il aurait en fait joué un rôle de négociateur entre les putschistes et les services secrets. À Oliver Stone, il explique qu'il n'a perdu la foi en le régime communiste que quand celui-ci a démontré son inefficacité tant politique qu'économique. Il ose même lui déclarer sans ciller: le monopole d'une unique force politique d'un seul parti était pernicieux pour le pays. Pour lui, l'échec de Gorbatchev se résume à ce qu'il n'a pas réussi à résoudre l'équation suivante: changer radicalement le système tout en préservant l'unité territoriale du pays. Poutine assiste alors, impuissant, à l'effondrement de l'Union soviétique et c'est un traumatisme. Il raconte: des secteurs entiers de l'économie avaient cessé de fonctionner. Le système de santé était en ruine. Même les forces armées étaient réduites à peau de chagrin et des millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté. À la mairie de Saint-Pétersbourg, Sobchak et lui règnent en maître sur un système de corruption mafieux profitant de la désintégration des institutions. En 1995, Poutine prend la tête de la section locale de Notre Maison la Russie, le parti du Premier ministre Tchernomyrdine, pour lequel il dirige la campagne législative. Quand Sobchak perd la campagne pour sa réélection à la mairie en 1996, Poutine démissionne et rejoint l'administration centrale à Moscou où il étend son influence, usant toujours du compromat, pour gravir les échelons jusqu'à être nommé directeur du FSB, le nouveau KGB, en 1998. Il est alors aux premières loges pour assister aux répercussions dramatiques de la dislocation de l'URSS. Il raconte: en l'espace d'une nuit, 25 millions de Russes se sont retrouvés à l'étranger. C'est l'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle. Ces personnes étaient habituées à vivre dans un seul et même pays, et d'un seul coup, elles se retrouvèrent à l'étranger. Puis une flopée de guerres civiles a éclaté. La crise financière asiatique de 97 aggrave un peu plus la situation, et le rouble dégringole, l'inflation atteint 84%. Poutine poursuit son ascension en faisant tomber le procureur général qui enquête sur les actifs suisses de Boris Eltsine suite à un scandale sexuel dont on sait qu'il a été créé de toutes pièces par le FSB de Poutine pour étendre son assise sur le système judiciaire. Eltsine n'a d'autre choix que de le nommer Premier ministre en août 1999. Il est à une marge du pouvoir suprême et ce sont les attentats contre des immeubles d'habitation que les instances judiciaires russes s'empressent d'attribuer aux indépendantistes tchétchènes qui lui permettent d'asseoir sa position d'homme fort providentiel dont la Grande Russie a désespérément besoin pour ne pas disparaître. C'est là qu'il promet de buter les terroristes jusque dans les chiottes. Les rares opposants aux journalistes qui ont osé enquêter sur l'origine trouble des attentats sont emprisonnés ou assassinés, comme la journaliste Anna Politkovskaya. Poutine mène triomphalement la deuxième guerre en Tchétchénie et s'envole dans les sondages. Rongé par l'alcoolisme et dans la main de fer de Poutine, Eltsine n'a d'autre choix que de démissionner fin 99. Poutine devient président par intérim et signe son premier décret présidentiel, l'immunité totale pour Eltsine et sa famille. Le 26 mars 2000, il est élu dès le premier tour de l'élection présidentielle anticipée avec près de 53% des suffrages à l'âge de 47 ans. Sur cette ascension éclair, il la joue ravi de la crèche, qui n'a rien demandé et s'est vu imposer son destin messianique par la divine providence. Il raconte: à Moscou, je ne disposais d'aucun soutien, d'aucune relation bien placée. Donc en 96, j'arrive. Et le 1er janvier 2000, je deviens président par intérim. C'est une histoire incroyable. Je ne sais pas pourquoi Helsinki m'a choisi. Une enquête journalistique du Moscow Times a révélé en 2000 les preuves des fraudes massives, dont des bourrages de haies et destruction d'urnes, et le vote d'1 300 000 électeurs fantômes en fait décédés. Sur Helsinki, il admet son alcoolisme, tout en disant ne l'avoir jamais vu ivre. Ben voyons. Souvenez-vous des images de fou rire avec Clinton complètement rond en conférence de presse. Mais il dit qu'Helsinki n'a jamais croqué dans son système oligarchique. Mais oui, mais oui. Stone n'évoque rien de tout ça et continue de lui dérouler le tapis rouge pour qu'il vende son action de remise en ordre, notamment économique, d'un système oligarchique qui a déraillé. Je n'ai pas arrêté le processus de privatisation. J'ai seulement voulu faire en sorte qu'il soit plus équitable. Nous avons tourné la page de certains schémas de manipulation ayant conduit à la création des oligarques. J'ai tout fait pour que les biens de l'État ne soient pas vendus au rabais. En fait, il fait le ménage parmi les oligarques pour éliminer ses opposants et récompenser ses fidèles, sous couvert de justice sociale, tout en renforçant le pouvoir du FSB, de la police et de l'armée. Lors de son deuxième mandat, où il est de nouveau triomphalement élu dès le premier tour avec plus de 71% des voix, Poutine reprend la main sur la manne énergétique et sur les médias, maintenant un temps un semblant de liberté de la presse, mais sous contrôle étroit. Il mène de grandes réformes, notamment fiscales, entre dérégulation pour booster l'activité, simplification administrative et ouverture à la concurrence. Il réforme aussi les retraites, finance de grands projets dans la santé, l'éducation, le soutien à la natalité et la production agricole.
Il redessine complètement la carte administrative et modifie le mode électif décentralisé des gouverneurs de district, désormais nommés par le pouvoir central. En bref, il recentralise drastiquement le pouvoir et reconstruit une économie et un système social en miettes grâce surtout à la manne fiscale des hydrocarbures. C'est en ça qu'il est l'homme providentiel qu'il fallait à la Russie pour se redresser et qui lui vaut le soutien indéfectible d'une grande partie de la population qui a réellement vu sa situation s'améliorer. Sur le plan international, Poutine poursuit la politique d'ouverture vers l'Occident menée par Gorbatchev et Eltsine. Il va même jusqu'à proposer à l'UE la création d'un marché économique unique et aux États-Unis l'entrée de la Russie dans l'OTAN. Mais le conflit yougoslave retend rapidement les relations, l'intervention de l'OTAN étant vécue comme une agression par le pouvoir russe, mais on y reviendra. En 2008, la Constitution l'empêchant de briguer un troisième mandat, il fait élire président son Premier ministre, Dmitri Medvedev, qui le nomme à son tour Premier ministre. Sur cette manœuvre de chaise musicale et les accusations d'un président Medvedev marionnette de Poutine, il répond à Stone. J'insiste que le président Medvedev remplissait toutes ses fonctions de manière parfaitement indépendante. Mais oui, bien sûr. Medvedev est issu du même sérail de la fac de droit de Saint-Pétersbourg et a rencontré Poutine à la mairie de Sobtchak où il était aussi conseiller. C'est un homme de Poutine qu'il a suivi dans toute sa carrière, avec un pied dans le privé comme dans le groupe énergétique Gazprom. Depuis 2020, il dirige le Conseil de sécurité de Russie et tient des propos publics incendiaires, notamment sur le conflit ukrainien, multipliant les appels au génocide et parlant de guerre sainte contre Satan. La crise financière de 2008 frappe durement la Russie, impactée par la baisse du commerce extérieur, le reflux des capitaux et le gel des emprunts. La bourse russe s'effondre et les tensions croissantes sur le plan géopolitique n'arrangent rien. Poutine accuse les États-Unis d'avoir provoqué la crise des subprimes et mène une politique de sauvegarde de l'économie russe, renforçant un peu plus son isolationnisme en augmentant drastiquement les tarifs douaniers dans les secteurs automobiles et agricoles. Ayant resserré les taux sur la presse et l'opposition, Russie unique, le parti présidentiel, et de fait parti unique sur l'échiquier politique, remporte les élections législatives de 2011, mais les élections sont rapidement contestées en raison de fraudes évidentes et des manifestations massives sont réprimées dans le sang. Cela n'empêche pas d'être une fois de plus réélu en 2013 dès le premier tour et d'annoncer de grandes réformes, telles que la création d'un impôt sur les grandes fortunes, et de creuser un peu plus le sillon de la guerre civilisationnelle, de la défense des valeurs chrétiennes et familiales traditionnelles, fustigeant la décadence de l'Occident qui légalise progressivement le mariage homosexuel. Poutine y répond d'ailleurs en promulguant une loi prohibant la propagande homosexuelle auprès des mineurs. C'est habile et populiste à souhait pour s'assurer le soutien d'une population majoritairement conservatrice et surtout faire oublier la piètre situation économique du pays et son isolement croissant sur la scène internationale. Sur le sujet, Stone, encore une fois, laisse Poutine dérouler sa rhétorique réactionnaire et négationniste des persécutions homophobes nullement réprimées, voire encouragées par le pouvoir, pendant que son petit protégé psychopathe Ramzan Kadyrov, qu'il a installé sur le trône en Tchétchénie, commandite carrément des meurtres homophobes et ordonne la torture d'homosexuels emprisonnés dans des camps. À Stone, il dit: En tant que chef de l'État, je crois que mon devoir aujourd'hui consiste à défendre ses valeurs familiales et traditionnelles. Pourquoi? Parce que les mariages entre individus du même sexe ne produiront aucun enfant. C'est Dieu qui en a décidé ainsi, et nous accordons une grande importance à notre taux de natalité. En Russie, il n'y a pas de persécution. L'enjeu démographique est ici fondamental, et évidemment que le mariage homosexuel n'influence en rien la natalité. Ce qui se joue en démographie, c'est la confiance en l'avenir, le sentiment de sécurité. Or, dans la Russie de Poutine, le taux de fécondité recule inexorablement, se situant à 1,4 enfants par femme en 2023, ce qui est insuffisant pour assurer le renouvellement de la population. D'autant que la mortalité reste élevée avec un problème endémique d'alcoolisme, un taux de suicide record et une espérance de vie très en dessous des pays occidentaux, à moins de 59 ans pour les hommes et 72 ans pour les femmes. Et la politique guerrière de Poutine ne fait qu'aggraver la situation. D'homme providentiel qui a su redresser la Russie et sauver ce qu'il restait des ruines du géant soviétique, Poutine apparaît de plus en plus comme le fossoyeur ultime de sa nation. En 2018, il est réélu dès le premier tour, sans opposant et une nouvelle fois de manière clairement frauduleuse, et il réforme la Constitution pour pouvoir de nouveau briguer 2 mandats consécutifs, ce qui lui permettrait, en renouvelant le tour de passe-passe avec son lieutenant Medvedev, de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Il aura alors 84 ans. Zelensky, lui, a construit sa stature d'homme providentiel dans la fiction. À l'été 2014, dans la foulée du mouvement Maïdan, il écrit le scénario Serviteur du peuple.
qui raconte comment un simple professeur de lycée, qu'il incarne, se retrouve propulsé à la présidence de son pays presque contre son gré, lorsqu'une vidéo de son cours où il engueule copieusement ses élèves pour leur apathie face à la corruption endémique et leur désengagement politique devient virale. La série use et abuse de ressorts comiques, mais montre bien en creux le bouillonnement d'une Ukraine qui aspire à tourner définitivement la page soviétique pour embrasser le modèle occidental européen. Pour rappel, le mouvement Maïdan ou Révolution de la dignité atteint son paroxysme en février 2014 après que, en représailles aux mesures de rapprochement avec l'Union européenne, la Russie a stoppé massivement ses importations depuis l'Ukraine. Le président Yanukovych, pro-russe dépassé par son propre parlement, suspend la signature de l'accord avec l'UE fin 2013. La jeunesse pro-européenne se mobilise immédiatement sur la place de l'indépendance à Kiev, bientôt suivie par d'autres mouvances, notamment nationalistes, pour former un mouvement uni contre la corruption du système post-soviétique. La foule grandit, atteignant plusieurs centaines de milliers de personnes et s'installe dans la durée jusqu'à ce que la répression des forces de police gouvernementales ultra-violentes soutenues par Moscou dérape en bain de sang. Yanukovych n'a d'autre choix que de céder à la rue et prend la fuite. L'accord d'association avec Bruxelles est signé quelques semaines plus tard, ce à quoi Poutine répond en envoyant ses petits hommes verts annexer la Crimée et soutenir les séparatistes dans le Donbass. Mais la radicalisation du mouvement Maïdan menace l'équilibre fragile de l'unité ukrainienne. Le Parlement mène une bataille stérile sur les langues, souhaitant dégrader le russe parlé par plus de 30% de la population au profit de l'ukrainien. Et en mars 2014, le russophone Zelensky prend position au JT, vêtu d'un t-shirt Mohamed Ali. Il dit: Ne divisez pas notre pays natal. J'ai du sang juif, je parle russe, mais je suis un citoyen ukrainien. J'aime ce pays et ne veux pas faire partie d'un autre pays. Mais je voudrais m'adresser à M. Poutine. Cher Vladimir Vladimirovitch, ne permettez pas ne serait-ce qu'un soupçon de conflit militaire, car la Russie et l'Ukraine, nous sommes des peuples frères. Je connais 1000 personnes qui vivent en Russie et qui sont merveilleuses comme nous. Elles ont le même sang que nous. Nous nous comprenons tous, quelle que soit la langue parlée. Je vous le dis honnêtement, je suis prêt à venir vous supplier à genoux. Si cette dernière phrase lui a été reprochée, Zelensky s'impose alors comme la figure de synthèse de l'identité ukrainienne. Avide de modernité et de liberté, mais aussi de respect des particularismes culturels et pour la paix et la coopération avec la grande sœur Russie. Avec Serviteur du peuple, il déroule sa pensée politique faite de naïveté et de populisme en traitant des fléaux qui gangrènent l'Ukraine. La corruption, bien sûr, le népotisme, l'opulence et la gabegie du pouvoir, le délabrement des infrastructures, l'alcoolisme. Le message est limpide. Seul le peuple devrait être maître de son destin et seule une figure issue de ses rangs peut être suffisamment honnête et courageuse pour gouverner de manière désintéressée. Le succès de la série est fulgurant et réunit à la fin de la première saison 20 millions de téléspectateurs. La troisième saison est diffusée en pleine campagne présidentielle en 2019 et propulse Zelensky en candidat idéal et providentiel. Zelensky a manié cette ambiguïté de la réalité rejoignant la fiction avec maestria, se déclarant le plus tard possible et faisant campagne de manière totalement disruptive sur les réseaux sociaux, utilisant les ressources de sa boîte de prod transformée en siège de campagne. Les planètes s'alignent pour lui, surfant sur son immense popularité médiatique et sur la vague de dégagisme qui bouscule la scène politique internationale, avec l'émergence de candidats dits hors système que sont Pepe Grillo en Italie, Macron en France et Trump aux US. Et Pedro Poroshenko, qui était président du Parlement lors de la fuite de Yanukovych et élu en 2014 faute de mieux, déçoit les Ukrainiens, étant un oligarque corrompu comme les autres. Zelensky annonce sa candidature le 31 décembre 2018 sur la chaîne 1+1 dans un message court, d'abord en russe puis en ukrainien, sans cravate ni drapeau, et en concluant par un «Bonne année de la part de votre nouveau serviteur du peuple». La campagne était claire, et Zelensky ne fait ni meeting, ni interview, ni conférence de presse. Tout se passe sur les réseaux, où il appelle ses millions de followers à contribution pour élaborer son programme. Fenwick écrit: Plutôt que de chercher à cacher son manque d'expérience, il le célèbre et l'érige en symbole de sa virginité politique. Dans ses vidéos qui font des millions de vues, il s'invite à la table de Jones dans les cafés, fait les marchés pour échanger avec des commerçants. La formule est connue, mais c'est le mode de médiatisation directe qui change tout. Sa campagne ne coûte rien, au contraire, vu qu'il poursuit ses activités artistiques, elle lui rapporte. Et ça marche. Il est en tête du premier tour avec 30% des voix et remporte largement l'élection au deuxième tour avec plus de 73% des scrutins le 21 avril 2019 à tout juste 41 ans. Sitôt arrivé au pouvoir, il dissout le Parlement et obtient une nette majorité absolue lors des élections législatives anticipées de juillet.
Son parlement, à l'instar de ce que nous avons connu avec Macron en 2017, est totalement renouvelé, plus jeune, issu de la société civile et novice en politique. Cette élection triomphale lui donne le pouvoir d'avancer vite dans les réformes. Son premier chantier est celui de la lutte contre le pouvoir démesuré des oligarques. Il met en place une cour spéciale anticorruption et crée un bureau d'enquête indépendant. Il fait voter une loi protégeant les lanceurs d'alerte, pénalise l'enrichissement illégal et lève l'immunité parlementaire. En bon génie de la com à la sauce populiste, il met en scène ses dénonciations de corruption et propose que tout député de son propre parti qui serait soupçonné soit soumis au détecteur de mensonges et filmé, bien entendu. Habile et pragmatique, il a tout de suite compris comment prendre Donald Trump et se montre obséquieux avec lui, multipliant les compliments, pour obtenir 400 millions de dollars d'aide militaire dès juillet 2019 contre la vague promesse d'enquêter sur les affaires du fils Biden, ce qui déclenche le procès en destitution de Trump et finalement protège Zelensky des retombées de cette supposée compromission, l'histoire lui donnant raison pour son pragmatisme. À partir de 2021, Biden à la Maison-Blanche met la pression sur Zelensky pour avancer sur le front des réformes et de la transparence en contrepartie de son soutien financier et militaire. Jusque-là empêché par les rivalités administratives entre les pôles police et justice vérolés par la corruption, Zelensky s'émancipe des règles institutionnelles, s'appuyant davantage sur son Conseil de sécurité nationale et remaniant son gouvernement pour y faire entrer des figures plus expérimentées en réponse aux critiques de népotisme et d'incompétence. Il fait passer des lois anti-oligarques, telles que celle interdisant le retour à l'ancien propriétaire des banques nationalisées. Habile, d'autant que l'aide de plusieurs milliards de dollars du FMI est conditionnée à l'assainissement du secteur bancaire. Il en profite au passage pour fermer les médias détenus par des proches du Kremlin qui sont des outils de propagande et de désinformation sur le Covid. Il réforme la loi agraire, autorisant la vente des terres agricoles pour empêcher un prêt supplémentaire du FMI et dégager des millions de recettes fiscales, privilégiant les petits acquéreurs locaux clean afin d'éviter les situations de monopole. Il lance aussi un grand projet de rénovation des infrastructures que sont les routes, les ponts, les écoles, les stades sportifs. Zelensky fait surtout prendre à l'Ukraine le virage digital de manière accélérée et très efficace. L'Ukraine devient ainsi le premier pays au monde à se doter d'un passeport entièrement numérique. Digitaliser l'administration permet aussi de lutter contre la corruption. Pas de fonctionnaire à solliciter en présentiel, pas de tentation de backchiche pour accélérer le traitement de son dossier. Avec le lancement de l'application gouvernementale DIA en 2020, il crée un espace unique de stockage de données administratives des citoyens et toute une série de services dématérialisés. Avec la guerre, des options sont ajoutées pour améliorer la communication directe entre le gouvernement et les citoyens. Accès aux informations, même en territoire occupé, mais aussi vote et réponse à des sondages en temps réel. Et avec le chatbot Evorog, lancé sur Telegram, les civils participent au combat, signalant les positions ennemies par géolocalisation. Comme dans sa série, il dépoussière et allège les protocoles et dès sa première année au pouvoir, il fait remplacer le coûteux défilé militaire de la fête nationale pour une marche célébrant la fonction publique où défilent des enseignants, médecins, travailleurs sociaux. Hyper malin, alors que la menace de conflit armé se précise, mobiliser l'arrière pour préparer la guerre totale et donner l'argent économisé aux héros du front. Perso, j'adore l'idée. Imaginez un peu un 14 juillet avec des pompiers, des flics, quelques militaires bien sûr, mais aussi des juges, greffiers, maires, assistantes sociales, instit, infirmières. Ça aurait de la gueule, je trouve, et ça serait sûrement fédérateur. Bref, dans les premières années de son mandat, l'homme providentiel Zelensky commet certes des erreurs, mais fait quand même avancer son pays dans le bon sens. Mais s'il fait longtemps mine d'ignorer l'inévitable et la centaine de milliers d'hommes que Poutine masse aux frontières de l'Ukraine, son destin bascule le 24 février 2022. Quatrième round, guerre et paix. L'homme n'a pouvoir sur rien tant qu'il a peur de la mort, et celui qui n'a pas peur de la mort possède tout. Cette citation de Tolstoï, oui, on élève le niveau, cette citation donc résume bien l'état des forces en présence dans le conflit russo-ukrainien. Poutine envoyant à la mort sans ciller sa population et même maintenant des Nord-Coréens utilisés comme chair à canon, brandissant la menace d'Armageddon nucléaire à tout bout de champ face à un Zelensky pacifiste et juif, ça compte, je pense, dans son rapport à la valeur d'une vie humaine, qui se débat comme il peut pour protéger ses compatriotes de la boucherie tout en restant à Kiev sous les bombes quand Poutine se terre dans son bunker. Dans ses conversations avec Oliver Stone, Poutine n'a de cesse que de justifier sa politique agressive comme une stratégie de défense contre l'agression supposée de ses ennemis, les États-Unis en tête. Et Stone, en bon anti-impérialiste aux logiques à géométrie variable, lui tient volontiers le crachoir. Et ils passent ensemble en revue les événements des 30 dernières années pour en faire une relecture historique alternative. Je vais aller vite ici parce que sinon l'épisode va durer 3 heures.
Sur la Yougoslavie et le Kosovo, une agression de l'OTAN, de l'allié serbe et une jurisprudence de l'ONU qui, si elle autorise l'autodétermination du Monténégro, doit valider les référendums en Crimée et au Donbass. Sur le terrorisme, Poutine se vante d'avoir été le premier à appeler Bush au lendemain du 11 septembre, pour lui signifier qu'il suspendait les manœuvres de dissuasion nucléaire prévues le 12. C'est vrai que ça aurait été mal vu. Bon, il rappelle au passage que ce sont les Américains qui ont créé Al-Qaïda en soutenant les Moudjahidines contre l'armée rouge pendant la guerre d'Afghanistan. Ça, c'est pas faux. Il va plus loin, en accusant la CIA d'avoir poussé à se soulever les populations musulmanes du Caucase et de Tchétchénie au début des années 2000. Là, je n'ai trouvé aucune source fiable allant dans ce sens. Pour rappel, le Caucase, c'est une mosaïque ethno-linguistique, culturelle et religieuse, une zone refuge soumise historiquement aux pressions de l'Empire russe, de l'Empire ottoman et de l'Empire perse, et où les guerres et les persécutions sont incessantes depuis la nuit des temps. Bref, c'est un nid de vipères où tout le monde se déteste, et il est donc logique, dans un contexte de guerre froide, que les uns et les autres s'allient à l'une ou l'autre des superpuissances. L'interventionnisme des États-Unis en Géorgie n'est en revanche pas un secret. Ils y ont maintenu des bases militaires aussi pour protéger leurs intérêts pétroliers en Azerbaïdjan et soutenu l'émergence d'un pouvoir pro-occidental lors de la Révolution des Roses en 2003. Quand en 2008, les milices séparatistes d'Ossétie du Sud, armées par la Russie, s'opposent à l'armée géorgienne, l'armée russe intervient franchement et le conflit s'étend à l'Abkhazie, à son tour occupée par la Russie. Cette crise marque les prémices de ce qui va se passer en Ukraine avec cette méthode poutinienne de soi-disant protection de populations russophones qui seraient victimes de persécutions, voire de génocide, pour grignoter des territoires stratégiques et affaiblir ces républiques satellites qui s'émancipent. Et si les États-Unis et l'Europe condamnent la Russie et rompent les négociations de coopération civile nucléaire pour les US et d'un nouveau partenariat stratégique pour l'UE, la situation est depuis gelée. Les pertes humaines et matérielles immenses pour la Géorgie, qui est aujourd'hui en proie à une crise institutionnelle gravissime. À Stone, Poutine fait mine de ne pas comprendre pourquoi l'OTAN existe encore. Pire, s'est développé alors qu'avec la fin officielle de la guerre froide, l'Alliance Atlantique n'aurait plus lieu d'être. Je cite. Quand la décision de réunifier l'Allemagne a été prise, les représentants des États-Unis, le secrétaire général de l'ONU et les représentants de la République fédérale d'Allemagne ont tous affirmé que s'il y avait une seule chose dont l'Union soviétique pouvait être sûre, c'était que la frontière orientale de l'OTAN n'irait jamais plus loin que la frontière orientale de l'Allemagne de l'Est, mais rien n'avait été couché sur le papier. Ce fut une erreur de M. Gorbatchev. L'élargissement aux pays de l'Est dès la fin des années 90 confirme la volonté de ces pays libérés du joug soviétique de s'abriter sous le paravent atlantiste. Pologne, Hongrie, République tchèque. En 2004, ce sont les pays baltes, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. Pour Poutine, cet étau à ses frontières est insupportable. Et il déclare en 2008, élargir l'OTAN, c'est ériger de nouveaux murs de Berlin. Mais ce qui a réellement mis le feu aux poudres entre Poutine et l'Occident, c'est le retrait des États-Unis du traité ABM décidé par George Bush Jr. en 2001, juste après les attentats. Ce traité signé en 1972 limitait la prolifération d'armements stratégiques autant défensifs qu'offensifs. Or, l'Amérique post-11 septembre a peur et prend conscience d'être une cible vulnérable face à des ennemis de plus en plus dangereux. Chine, Corée du Nord, Iran. Et elle a soif de revanche, on le verra avec l'invasion hâtive de l'Irak. Pour Poutine, c'est un prétexte pour menacer la Russie. Il explique. Pour la Russie, il existe deux menaces. La première est l'emplacement de ses missiles antibalistiques tout près de nos frontières dans les pays d'Europe de l'Est. La seconde réside dans le fait que les rampes de lancement de ces missiles antibalistiques peuvent être transformées en seulement quelques heures en rampes de lancement d'armes offensives. Si ces missiles balistiques étaient placés en Roumanie ou en Pologne, à bord de navires en mer septentrionale et en Méditerranée, voire en Alaska, alors le territoire russe se retrouverait tout simplement encerclé. En effet, l'OTAN a depuis renforcé son dispositif antimissile balistique avec des positions en Pologne, en Roumanie, en Espagne, en Turquie, ainsi qu'en Asie, au Japon et en Corée du Sud. Mais il est évident qu'il s'agit d'une réponse à l'attitude agressive de Poutine, qui mène une politique de réarmement et de modernisation de son arsenal, notamment nucléaire, et cela dès son accession au pouvoir, dans la première décennie des années 2000. De plus, Poutine s'incruste sur d'autres théâtres de guerre, en mode «les ennemis de mes ennemis sont mes amis». Il soutient Bachar al-Assad en Syrie, sous couvert de lutte antiterroriste, et avec le groupe Wagner de l'oligarque Prigojine, il s'offre les services d'une milice privée ultra-violente dont il peut se distancer à volonté pour ne pas en assumer les méfaits. En Afrique, ceux-ci sont gravissimes, et ces bataillons commettent des crimes de guerre au Mali, en Libye, en Centrafrique, en Syrie, pour piller les ressources et déstabiliser l'action de maintien de la paix et de lutte antiterroriste de pays membres de l'OTAN, dont la France.
C'est avec leur intervention en Ukraine que les choses ont dérapé. Leurs exactions sont plus visibles dans ce conflit qui se déroule en direct à la télé et le commandement de Wagner se plaint ouvertement de la compétence du commandement militaire russe. Prigojine se sent pousser des ailes, tente un putsch, mais est vaincu et meurt dans un crash d'avion en 2023. Là où la Russie de Poutine excelle, c'est sur le terrain cyber. Poutine l'espion a compris très tôt l'arme de destruction massive que représente la maîtrise du champ informationnel et il a veillé à ce que la Russie dispose d'un cyber-écosystème indépendant et hermétique à l'hégémonie des GAFAM pour maîtriser et servir le storytelling national. La Russie compte d'innombrables usines à trolls pour déverser la désinformation massivement sur nos réseaux et ainsi déstabiliser nos démocraties. Fausses rumeurs, deepfakes, cyberattaques. La désinformation virale, c'est l'arme ultime contre laquelle il est impossible de lutter, tant les algorithmes en sont friands. Sur le sujet, bien entendu, il joue l'innocent. Quand Stone le rencontre début 2017, juste après l'accession de Trump à la Maison-Blanche, il l'interroge sur les soupçons de piratage de l'élection par les services russes. Il commence par nier, bien sûr, et face au rapport des services de renseignement américains qui confirment la haute probabilité d'une ingérence russe dans l'élection, il a cette réponse hallucinante. Cela me rappelle une idéologie, une sorte de haine pour un certain groupe ethnique, comme l'antisémitisme. S'ils ne savent pas comment faire quelque chose, s'ils se révèlent incapables de gérer tel ou tel sujet, les antisémites accusent toujours les juifs de leur propre échec. Ces personnes ont la même attitude envers la Russie. Ils l'accusent de tout ce qui ne va pas. Bon, bien sûr, Stone ne relève pas ce recours honteux au point Godwin de Poutine pour une fois de plus se dédouaner et de se positionner en victime. Une stratégie dont il use et abuse, comme pour justifier son opération spéciale de dénazification de l'Ukraine. Et avec Stone, il déroule sa lecture des événements qui mèneront à l'invasion de 2022 dans une démarche d'inversion de la charge de la preuve systématique. Le massacre de Maïdan, comme il l'appelle, un désir du peuple de s'éloigner de l'Union européenne dont le modèle capitalistique avait ruiné l'Ukraine. La fuite de Yanukovych, un coup d'État instrumentalisé par l'Occident profitant de l'absence du président qui n'a pas fui, ni jamais donné l'ordre de tirer sur la foule. La riposte de l'Ukraine face au soulèvement indépendantiste au Donbass et en Crimée, le début d'un génocide anti-russe mené par Kiev. L'ingérence claire de la Russie dans ces conflits, un mensonge. Et les accords de Minsk 1 et 2 signés en 2014 et 2015 pour mettre fin au combat, violés unilatéralement par l'Ukraine. La non-reconnaissance du référendum de réunification avec la Russie en Crimée, une violation du droit international. Bref, même si Poutine dit à Stone en 2015 qu'une intervention armée en Ukraine serait le pire des scénarios, il semble que celle-ci était écrite et inévitable. De l'autre côté de la frontière, début 2022, Zelensky croit jusqu'au bout que Poutine bluffe et n'osera pas défier l'Occident en s'en prenant à l'Ukraine. Une politique de l'autruche qui commence à inquiéter la presse ukrainienne et les observateurs étrangers. Les services américains sonnent l'alerte publiquement dès le 16 février et appellent ses ressortissants à quitter le pays immédiatement. Zelensky tient bon et ne cède pas à la panique. Il adresse un message à ses concitoyens rappelant que son pays souhaite parvenir à la paix et à la restauration de son intégrité territoriale uniquement par la diplomatie et les négociations. Il enjoint ceux qui ont fui à revenir et à tous de rester. Rester est un acte de civisme afin de se tenir aux côtés de l'armée et du peuple. Nous sommes calmes, nous sommes forts, nous sommes ensemble. Le 19 février, Zelensky brave l'avertissement américain et se rend à la conférence de Munich sur la sécurité où la Russie n'a pas envoyé de représentants. Quand il entre dans la salle, il est accueilli par une standing ovation et son discours en ukrainien réaffirme sa détermination à maintenir la paix et sa volonté de négocier coûte que coûte avec Poutine. Hélas, le 24 février, les forces armées russes attaquent l'Ukraine depuis la Russie, la Biélorussie et les territoires ukrainiens occupés. Si l'invasion contre Kiev et la partie nord du pays est repoussée par les forces ukrainiennes, les villes de Kherson, Mariupol et Sébastopol finissent par tomber les unes après les autres. Les forces russes prennent le contrôle de la côte sur la mer d'Azov et la mer Noire et de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Mais Zelensky, le clown devenu président, se mue en chef de guerre. Il multiplie les vidéos en direct, appelant sa population à résister et le reste du monde à soutenir l'Ukraine. Aux Américains qui lui proposent de l'exfiltrer, il répond: «J'ai besoin de munitions anti-chars, pas d'un taxi». Pendant 3 ans, inlassablement, Zelensky mène une offensive diplomatique pour engager l'Occident dans le conflit. Déjà en juin 2019 à Bruxelles, il demandait l'intégration de l'Ukraine à l'UE et à l'OTAN. Depuis l'invasion, il fait la tournée des parlements occidentaux, des sommets de l'OTAN, du G7, presse les gouvernements à lui fournir de l'aide financière et militaire.
Son discours est churchillien. À son peuple, il promet du sang et des larmes pour retrouver la liberté. À l'international, il affirme que l'entreprise russe menace l'ensemble de l'Europe et au-delà, le monde libre. Et ça marche. Biden, qui au début de son mandat s'était distancé de la question ukrainienne, déclare lors de son discours sur l'état de l'Union que Zelensky inspire le monde. Idem Macron, quand la France assure la présidence du Conseil de l'UE, Zelensky incarne le visage de l'honneur, de la liberté et de la bravoure. Le soutien suit. Les sanctions contre la Russie tombent. Et c'est un sacrifice, car sans le pétrole et le gaz russe, les cours de l'énergie flambent, l'inflation s'envole. À l'été 2024, le soutien international promis atteignait plus de 300 milliards d'euros. Le principal contributeur est bien sûr américain, avec plus de 110 milliards d'euros d'aide annoncée, principalement d'ordre militaire. L'Europe dans son ensemble, en incluant les institutions européennes, ont annoncé un total d'environ 160 milliards d'euros d'aide. Je parle bien d'annonce d'aide, car en réalité, si l'aide arrive, c'est au compte-gouttes. Trop peu, trop tard pour Zelensky. L'Ukraine tient aussi grâce à son armée moderne, agile et hyper motivée face à une armée russe qui montre au début du conflit des signes de désorganisation, d'obsolescence et de faible engagement des troupes dans cette opération spéciale incompréhensible. Mais la Russie de Poutine, qui a cru vaincre l'Ukraine de Zelensky en 3 jours, a aussi ses alliés, et pas des moindres. Si elle fait mine de se tenir loin du conflit, la Chine officialise son soutien début 2024 et fournit à son allié les composants électroniques, machines-outils et explosifs nécessaires pour alimenter ses chaînes de fabrication d'armement, ainsi que des moteurs de drones et des systèmes de propulsion pour missiles de croisière. L'Iran est aussi partie prenante dès l'invasion, en fournissant à la Russie des munitions, des missiles et des drones. Idem la Corée du Nord, qui a envoyé près de 10 000 soldats déployés dans la région de Koursk. Contre toute attente, les forces ukrainiennes ont tenu pendant 3 ans. Moscou contrôlait environ 18% du territoire ukrainien à la fin du mois de novembre 2024, alors qu'en mars 2022, elle en occupait un peu plus d'un quart. Mais l'Ukraine est aujourd'hui à bout de force et l'avancée russe inexorable. Pire, le retour de Trump au pouvoir signe la fin du soutien inconditionnel des États-Unis à la résistance ukrainienne. Car Trump est isolationniste, veut désengager l'Amérique des conflits armés extérieurs et surtout, il est dans la main de Poutine. Il est désormais prouvé que Trump a été cultivé comme un asset par les services russes dès la fin des années 80 lors de ses opérations immobilières à Moscou qui ont été facilitées par le Kremlin. Menant alors une vie de playboy jet-set, il aurait fourni par ses frasques des moyens de pression, de compromat au FSB. De même, ses amis oligarques mafieux l'ont généreusement renfloué lors de ses nombreuses faillites, comme celle de son casino en 2009. Et il est évident que Poutine s'en sert comme l'idiot utile qu'il est, le flattant en allié dans leur guerre civilisationnelle commune contre le wokisme. Encore récemment, Zelensky a tenté de flatter le sens du business de Trump en lui promettant un deal sur les terres rares dont le pays regorge. Lithium, césium, tantal, niobium, beryllium. Ces richesses minérales sont hyper stratégiques car indispensables à la fabrication des batteries électriques et au stockage des énergies renouvelables. Sauf que les principaux bassins miniers sont désormais sous contrôle russe. Et c'est Poutine qui risque de toper avec Trump. D'autant qu'il lui a imposé de négocier la paix en tête-à-tête sans le président ukrainien ni aucun autre représentant de l'OTAN ou de l'Union européenne. Pire, Trump reprend désormais mot pour mot la propagande russe, accusant Zelensky d'être un dictateur illégitime et impopulaire. C'est évidemment faux. Il a été largement élu en 2019, et si les élections ont été repoussées du fait de la guerre, sa cote de popularité frôlait les 60% début février. Pire, Trump accuse désormais le président ukrainien d'avoir déclenché la guerre et de détourner l'aide américaine, se trompant au passage lourdement sur les chiffres. Les Européens, estomaqués par cette spectaculaire volte-face, se sont vus carrément insultés par le VP de Trump, J.D. Vance, lors de son discours à la conférence de sécurité de Munich. Celui-ci n'a pas hésité à accuser les démocraties européennes de bafouer la liberté d'expression des partis d'extrême droite, tels que l'AfD, le parti allemand ouvertement néo-nazi, à qui il a apporté son soutien, tout comme Elon Musk, à la veille d'élections cruciales en Allemagne. Et cela après avoir visité le camp de concentration de Dachau. C'est à s'arracher les cheveux devant tant d'indécence. Cinquième round, vie très privée. Poutine ne lâche pas grand-chose à Oliver Stone, qui pourtant le pousse à se raconter sur ses filles, ses gendres, ses petits-enfants. On sait qu'il se marie en 83 avec une hôtesse de l'air dont il a 2 filles nées en 85 et 86. C'est ensemble à la télé qu'ils annoncent leur divorce en 2013. Il a une troisième fille, née en 2003 de sa liaison avec une femme de ménage subitement devenue millionnaire après la naissance de sa fille.
Il a ensuite une liaison avec une gymnaste de 30 ans, sa cadette, qu'il fait élire à la Douma en 2007 et dont il a deux fils planqués en Suisse. Il a trois petits-enfants de ses deux filles aînées qui sont largement impliqués dans les juteuses affaires de leur père. Car oui, Poutine, en 25 années au pouvoir, a amassé une fortune colossale estimée à près de 200 milliards de dollars. Officiellement, le président russe gagne un peu plus de 11 000 euros par mois et ne possède qu'un appart de 77 mètres carrés à Saint-Pétersbourg, quatre voitures, russes bien sûr, et moins de 600 000 euros dans son bas de laine, répartis dans des comptes en banque russes. Ça, c'est la version officielle. Mais selon le témoignage de Bill Browder, un homme d'affaires qui a collaboré directement avec Poutine, étant un important investisseur en Russie dans les années 90, notamment dans le géant gazier Gazprom et d'autres entreprises contrôlées par l'État, l'ampleur du système mafieux de corruption et de détournement de fonds pratiqué par le maître du Kremlin et ses sbires est juste vertigineuse. Après l'arrestation et l'emprisonnement en 2003 de l'ex-oligarque Mikhail Khodorkovsky, très critique du pouvoir et qui était alors l'homme le plus riche de Russie avec sa société Yukos qui brassait 17% de la production pétrolière russe, Poutine aurait alors exercé sur les autres oligarques du pays un chantage en les contraignant à lui céder personnellement des parts dans les grandes entreprises du pays s'ils ne voulaient pas connaître le même sort. Poutine s'est ainsi constitué un joli trésor de guerre, investi dans la pierre, des comptes offshore et des hedge funds. Zelensky, lui, a rencontré son épouse sur les bancs de la fac et a deux enfants, une fille âgée de 20 ans et un fils de 12 ans. Si sa famille a rapidement quitté Kiev au moment de l'invasion, il serait toujours en Ukraine, dans un lieu tenu secret. Dans de nombreuses vidéos ou lors d'interviews, il se confie régulièrement sur sa vie de famille, sacrifiée par la guerre, autant avec sincérité qu'avec habileté pour humaniser aux yeux du monde ce conflit. Sur sa judéité, il se déclare surtout laïque et non pratiquant. Avec un humour tout ashkénaze, il déclare: le fait que je sois juif se classe seulement en 20e position dans la longue liste de mes défauts. Mais quand Poutine entend dénazifier l'Ukraine, Zelensky ne peut pas ne pas évoquer son grand-père, soldat de l'armée rouge, celle-là même qui a libéré le camp d'Auschwitz, et seul survivant de sa fratrie de quatre, tous assassinés parce que juifs pendant la Shoah. Sa discrétion sur la question jusque-là est symptomatique du traumatisme vécu par ce qu'il reste de la communauté juive en Ukraine. Entre 1941 et 1944, plus d'1 million de juifs ukrainiens ont été exterminés dans ce qu'on a appelé la Shoah par balle. Le massacre le plus notable est celui de Babi Yar, du nom d'un immense ravin situé dans une forêt aux abords de Kiev, où plus de 33 000 juifs ont été exécutés en moins de 2 jours en septembre 1941. Avant cela, le pays a connu, comme ailleurs dans l'Empire tsariste, de nombreux pogroms tolérés, voire encouragés par les autorités. L'Ukraine soviétique d'avant-guerre a été un court répit pour la communauté qui comptait 2,5 millions d'individus en 1939, mais lorsque Hitler envahit la Pologne, près de 300 000 juifs polonais trouvent un bref refuge en Ukraine. Mais après-guerre, le joug soviétique qui condamne toute religion oblige les derniers juifs à cacher leur judaïsme, à en avoir honte. Et Zelensky a été, comme beaucoup en URSS, élevé sans véritable croyance ni culture religieuse. Bref, cela fait partie de son identité, mais ce n'est pas central. En ce qui concerne sa fortune personnelle, on l'a vu, il a des relations troubles avec l'oligarque propriétaire de la chaîne de télé qui a fait sa gloire et lui a fait gagner beaucoup d'argent. Il semblerait qu'il aurait aussi oublié de déclarer au moment de son élection une luxueuse villa sur la côte toscane, particulièrement prisée des oligarques, et aussi donc ses fameuses parts dans d'obscures sociétés offshore. Évidemment, la propagande russe va bon train, et les fake news sur son immense fortune et son train de vie pharaonique sont légion. Certaines parlent de 850 millions, voire du milliard de dollars, mais selon le très sérieux DPA Fact-Checking, c'est le magazine Forbes qui serait le plus proche de la vérité avec une estimation à moins de 30 millions de dollars. Outre son salaire présidentiel de 11 000 dollars, le gros du gâteau vient de ses parts dans Kvartal 95 et les revenus perçus sur sa série Serviteur du peuple, toujours diffusée sur Netflix et qui a bénéficié, comme qui dirait, d'un sérieux coup de pub. Dernier round, verdict. Alors, Poutine ou Zelensky? Qui va sortir vainqueur aux yeux de l'histoire de ce conflit qui se joue en direct, sous les caméras des télés continues, sur les réseaux sociaux et dans les consciences de chacun, tant il a lourdement impacté la vie quotidienne de tous par ses conséquences inflationnistes sur le marché des matières premières énergétiques, mais aussi alimentaires? Doit-on accepter la paix à tout prix, dans un esprit munichois,
et prendre le risque de la guerre de toute manière en laissant Poutine agir en toute impunité et pourquoi pas demain se saisir de la Moldavie, voire de l'Estonie. Ou comme l'a dit mieux que moi Churchill, vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur, vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre. On l'a vu, on ne peut plus rien espérer d'un Trump inculte sur le plan historique et indifférent aux questions de droit international, des souverainetés et soucieux seulement de son intérêt personnel d'abord et éventuellement de l'Amérique MAGA loin derrière. Pire, il épouse maintenant étroitement le révisionnisme poutinien, décidé à se débarrasser de ce Zelensky gênant et assumant sa volonté de laisser la Russie absorber l'Ukraine en toute impunité. Quel poids peut peser l'Europe, plus divisée et exsangue que jamais, et elle aussi en proie à la tentation du ressac réactionnaire et du repli populiste. On voit bien quelques réactions. Keir Starmer, le Premier ministre anglais, s'est déclaré prêt à envoyer des troupes défendre l'Ukraine. Macron a réuni les chefs d'État des principaux pays européens pour les exhorter à augmenter leurs efforts militaires et se rend aujourd'hui même, lundi 24 février, à Washington pour faire entendre raison à Trump et lui faire comprendre que s'il laisse faire Poutine en Europe, il renforce ainsi l'axe sino-russe, ce qui va à l'encontre des intérêts américains. Good luck, président. Bref, l'histoire s'écrit sous nos yeux et ça pue pour l'Ukraine, qui continue à se faire matraquer quotidiennement par la Russie. Je conclurai donc par ces mots de Dostoïevski. Ouais, il y a du level, je vous dis. Chacun de nous est responsable de tout devant tous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, pensez bien à partager le podcast autour de vous, à vous abonner, à faire des commentaires. N'hésitez pas à suivre le Book Fight Club sur les réseaux et à m'envoyer vos retours, ce qui vous plaît, ce que vous aimez moins, quelle personnalité vous aimeriez voir sur le ring. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau duel. Allez, à plus!